Je sors là de la projection en avant-première du long métrage du réalisateur togolais Steven Have. Le coup de grâce, c'est le titre très audacieux de son film dont la projection a réussi le pari de mobiliser à la fois la première ministre Victoire Dogbe que certains membres du gouvernement et même du Parlement togolais. L'homme a frappé fort, en tout cas au regard des maigres moyens qu'il a pu mobiliser pour matérialiser un tel chef-d'œuvre. La salle était archi-comble. Il s'agit là d'un vrai message à l'endroit de nos gouvernants. Le Togolais aime les bonnes choses, il aime les chefs-d'œuvre, il aime découvrir le génie enfoui dans le tréfonds de ses compatriotes. Bonjour Louis Kabaki, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Vous allez bien? Je vais très bien, je me sens privilégié d'être là. Allez, vous avez écrit un article passionnant sur le 7e art et surtout sur ce coup de grâce, ou bien le coup de grâce de votre compatriote. Vous étiez à la cérémonie, si oui, que retenir et que pensez-vous? Oui, j'y étais, puisque je dis dans mon article que je sortais justement de cette projection en avant-première. Et c'est dans le vif donc, de cette émotion que j'ai écrit l'article pour rendre hommage justement à ce talentueux cinéaste togolais, Steven Have, qui malgré toutes les épreuves, toutes les difficultés, malgré l'environnement particulièrement difficile et corsé, arrive à percer, à marquer la différence. Voyez-vous, le samedi à l'hôtel de février, on a vu une mobilisation assez particulière des Togolais qui avaient la curiosité de venir voir l'œuvre de ce cinéaste, de Steven Have, très jeune mais dynamique et très engagé justement pour le 7e art, en tout cas pour les œuvres culturelles dans leur ensemble. On a vu, comme vous avez pu voir l'image à l'instant, la première ministre qui a réussi à se mettre disponible pour faire le déplacement de l'hôtel de février, malgré la pluie qui s'est abattue justement sur Lomé le samedi après-midi. On a vu aussi la vice-présidente de l'Assemblée nationale, en tout cas beaucoup d'officiels, quelques ministres, ainsi que les gens du Parlement et du monde des affaires. Et puis la salle était archi-comble justement, malgré le fait que les billets étaient quand même au moins à 20 000 francs CFA. C'était le coût minimal pour acheter le ticket et avoir accès donc à cette projection. Donc, si les gens sont autant mobilisés pour venir voir une projection de film réalisée par un Togolais, ça veut dire que le besoin est là, ça veut dire que l'appétit est aiguisé, ça veut dire que l'aspiration des Togolais à voir les bonnes œuvres, à voir les talents s'affirmer à travers une création unique en son genre est vraiment réel. Et donc, je tiens à féliciter précisément Steven Have, qui est en train de faire la fierté du monde culturel togolais et en même temps, bien entendu, interpeller les gouvernants afin qu'ils aient un regard plus intéressé, plus manifeste vis-à-vis du 7e art et du monde culturel dans son ensemble. Vous avez vu que dans cette introduction, j'ai dit, malgré les maigres moyens qu'il a réussi à mobiliser, cela veut dire que j'en sais quelque chose, puisque précisément, cette œuvre a commencé depuis 2019, mais elle a traîné dans les tiroirs, dans les couloirs, jusqu'à cette année 2022, où finalement, Steven Have a réussi sa projection. Je crois que c'est une prouesse. Vous avez parlé de culture à maintes reprises. Comment comprendre, Louis Kabaki, la notion de culture? Ouais, je crois que pour comprendre cette notion, d'abord partons de ce qui nous a été enseigné à l'école, notamment en classe de terminale où le chapitre en philosophie qui est consacré à la nature et la culture nous dit que la culture, c'est ce que l'homme ajoute à ce qui lui a été donné par la nature, c'est-à-dire ce qu'il a dîné, ce qu'il a reçu de par sa constitution physique, etc., l'ensemble des facultés qu'il a, il est appelé à les utiliser en vue précisément d'impacter son environnement, en vue de donner un sens à sa vie, en vue de faire en sorte qu'il puisse marquer la différence avec les autres espèces. Donc tout ce qui est relatif au génie humain, à la manifestation de ce génie dans l'exécution de la vie, ou du moins dans l'ameublement de la vie de l'être humain, c'est ça qu'on appelle la culture. On peut encore prendre une autre image, plus pédagogique, plus naturelle. Vous avez fait au C1 le cours sur les contenants
et les contenus. Alors, le contenant, dans le cas d'espèce, c'est quoi? C'est l'être humain lui-même, c'est-à-dire l'ensemble de ses facultés, son organisme et tout cela. Mais, pour qu'il puisse donner un sens à sa vie, pour qu'il puisse se matérialiser, pour qu'il puisse s'affirmer, il lui faut un contenu. Et ce contenu-là, il s'acquiert précisément à travers l'ensemble des sens qu'il anime. Et donc, il acquiert la connaissance. Et je crois que parmi les sens en question, il y a d'abord la vue et l'ouïe. C'est-à-dire que là où vous êtes, Michel, vous êtes là, vous ne pouvez manifester votre vie qu'en fonction de ce que vous avez vu et de ce que vous avez entendu et qui ont pu cristalliser votre mode de pensée et votre action dans le monde des vivants. Donc, quand on comprend cela, on est à l'aise à parler alors de la culture parce que la vie de l'être humain ne peut avoir de sens autrement qu'à travers la culture, c'est-à-dire l'ensemble des chefs-d'œuvre, en tout cas des œuvres qu'il réalise et qui donnent un sens à sa vie. J'ai parlé tout à l'heure des deux sens principaux, notamment la vue et l'œil. Et vous verrez que le 7e art travaille fondamentalement avec les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a des images que vous regardez, et puis il y a le son que vous entendez. Et donc, à travers l'image et le son, vous finissez par sédimenter votre connaissance, à avoir un mode de pensée à travers lequel donc, vous finissez par matérialiser votre vie, par donner un sens à vie. Donc, la notion de la culture est assez vaste et assez élargie, et donc elle ne peut ne pas exister dès lors qu'il existe une société, c'est-à-dire qui se meuble par des individus qui aspirent profondément à donner un sens à leur vie. Cela dit, je crois que nous devons pouvoir comprendre tout l'intérêt que nous avons à promouvoir l'activité culturelle parce que c'est elle qui incarne toute la philosophie de vie, tout le sens que nous pouvons donner à notre existence et tout le travail que nous faisons pour marquer notre différence avec les autres espèces de la nature. Donc, la culture revêt un caractère fondamental et déterminant et particulièrement important dans la vie de l'individu et dans la vie d'une société et notamment aussi d'un État. Je crois qu'il est de bon temps que nos dirigeants commencent à comprendre tout l'intérêt des œuvres culturelles, de l'activité culturelle dans une société, afin qu'ils puissent y mettre non seulement les moyens, mais la technicité nécessaire afin de créer l'écosystème qui permette l'épanouissement des activités culturelles dans notre société, parce que c'est la clé de base qui détermine l'évolution progressive de toute société. On voit tout l'intérêt de la culture. Alors, cette question, quelle place elle occupe dans la politique de développement de votre pays, le Togo, Lucas Bati? Oui, ben, malheureusement, si j'ai tenu déjà dans l'introduction de mon article à mentionner que Stephen Aff, pour réaliser cette œuvre, a eu à rencontrer des difficultés et a mobilisé très peu de moyens, même en termes de sponsoring et d'appui. Je crois qu'il n'y a que la société Zener qui est dans la promotion des gaz butane et puis de la restauration, un certain nombre d'activités. C'est elle qui a pu donner un petit appui à la dernière minute pour la projection de ce film-là. C'est pour dire qu'en fait, quelque part, dans la nomenclature ou bien dans la hiérarchisation des priorités du gouvernement, on a comme le sentiment que le 7e art, j'allais dire, la culture en général, occupe la dernière place. C'est le parent pauvre de notre société. Or, c'est l'inverse qui aurait dû être recommandable et recherché. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, la culture, c'est elle qui donne un sens à l'existence d'une société. C'est vrai que nous avons été déviés de cette aspiration à promouvoir notre identité culturelle à partir de la colonisation, dont l'essence a été précisément de nous faire douter de la pertinence de tout ce que nous avions à l'époque comme mode de vie et qui en réalité traduisait, si vous voulez, notre perception de la vie, nos manières ou nos mécanismes de fonctionnement qui nous permettent de faire face à la vie et à son adversité, voyez-vous. Mais normalement, la décolonisation devait consister à sortir donc de ce schéma, de ce raccourci, ou en tout cas de cette voie déviée que le blanc nous a imposée pour reprendre notre mode de vie. Parce que aucun pays au monde ne peut s'affirmer, ne peut se développer, ne peut s'épanouir en copiant juste le mode de vie des autres. Voyez-vous, lorsque vous revisitez un peu l'histoire des grandes nations de ce monde, vous allez constater que ce sont les œuvres culturelles, artistiques,
qui d'abord sème la graine de l'évolution, des grands changements. Je peux prendre l'exemple de la Renaissance au XVIe siècle, où les œuvres artistiques et culturelles, en tout cas les hommes du monde culturel venus précisément d'Italie, ont envahi, en tout cas par leurs œuvres, par la musique, par les chansons, par les œuvres d'art, par beaucoup d'autres choses, les œuvres en tout cas écrites, la littérature et tout, ils ont pu alors reformater l'esprit des citoyens de l'Europe au point donc d'obtenir, si vous voulez, la révolution ou la renaissance qui a eu lieu au XVIe siècle. Donc, en venant justement dans le contexte de notre pays, on constate que c'est vrai, ce n'est pas propre au Togo, mais en général, quand vous regardez la façon dont les budgets de nos États sont répartis, la culture est le parent pauvre. C'est elle qui occupe la dernière partie, tout comme si la culture se limitait, si vous voulez, au folklore qu'on voit lorsque il y a une fête annuelle, une fête à la fin des moissons, ou bien voilà l'accoutrement qu'on voit, comme je me suis habillé là dans une tenue traditionnelle. On limite justement la notion de la culture à ces genres de choses. Et on a comme le sentiment que justement, même au niveau de nos gouvernants, on se contente de penser que la culture se limite à cette dimension-là, au point où on ne budgétise pas de façon conséquente ce domaine de manière qu'on puisse promouvoir l'éclosion, en tout cas on puisse favoriser l'éclosion et l'émergence des talents dans le monde culturel. Aujourd'hui, la culture est une industrie. Vous voyez, Nollywood, tout près, au Nigeria, ici, vous ne pouvez pas imaginer ce que ce secteur-là engendre comme ressources pour le Nigeria. Et tous les pays du monde nous dominent par rapport simplement à la culture. C'est-à-dire que c'est leur mode de vie qu'ils transportent et qui traversent aussi aisément toutes les frontières du monde. Vous voyez Hollywood aux États-Unis. Louis Kabaki, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un problème un peu togolais? Parce que vous avez donné l'exemple de Hollywood tout à l'heure. Oui. Il y a aussi la culture ivoirienne. On voit les Ivoiriens au front chaque fois. Le Sénégal, on peut parler de l'Éthiopie, du Congo, Kinshasa surtout, qui se démarque complètement parce que là, vous avez parlé tout à l'heure de la colonisation, peut-être culturelle, entre griffes. Ce n'est pas un problème lié à votre pays aussi, le Togo? Bon, on va dire, vous savez, en réalité, pour promouvoir un secteur dans un pays, effectivement, il s'agit d'un choix politique. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque les dirigeants font preuve de vision et privilégient un secteur donné, vous allez voir qu'en fait, la mayonnaise prend. Parce que cela demande de l'investissement, en tout cas la mise en place des ressources adéquates. Et puis aussi, cela demande une attention particulière et la mobilisation des consciences autour de l'intérêt de cette activité-là. C'est ça la vérité. Donc, on peut effectivement se dire que dans notre pays, on a tendance à privilégier plutôt des contenus venus de l'extérieur. Parce qu'en réalité, pour promouvoir la culture, je reviens encore à ces sens fondamentaux, la vue et l'œil. Comment le blanc arrive-t-il à transporter ou à nous vendre sa culture de façon aussi aisée et libre? C'est à travers les médias, c'est à travers les canaux. On ne va pas demander à nos pays aujourd'hui de fabriquer la télévision, de fabriquer la radio, parce que les autres pays, par leur culture, ont déjà réussi le pari de mettre ces genres de structures à notre disposition. Il suffit donc de mettre les moyens pour les en avoir. Maintenant, il faut que nous comprenions que c'est en faisant en sorte à coloniser, à focaliser les attentions à travers la vue et l'œil, donc à travers les contenus qui ameublent nos chaînes de télévision, nos radios, etc., que nous pouvons créer une conscience nationale autour de nos valeurs culturelles. Et même, il s'agit là d'un vrai raccourci qui facilite justement la gouvernance d'un État parce que c'est par ces créneaux qu'on met en place toute une politique qui permet donc à chaque citoyen de comprendre où est-ce qu'il est en train d'aller justement avec ces gouvernants-là. Donc, ça veut dire tout simplement que si nous voulons promouvoir notre culture, on doit avoir les créneaux d'expansion de cette culture-là, notamment à travers la télévision, en tout cas les canaux d'expansion de l'information et des images et du son, mais aussi une politique qui permet justement aux acteurs qui sont portés par cette culture-là, par cette envie de valoriser notre identité, nos valeurs, de pouvoir s'affirmer et donc de réaliser. Voyez-vous, un film comme celui de Stephen Aff a dû prendre beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, parce qu'il s'agit de faire la mise en scène d'une idée, d'une perception de la vie, d'un regard que le réalisateur porte
sur la vie, sur nos habitudes de vie, etc. Et donc, tous ces personnages qui doivent donc être mobilisés pour servir à meubler justement cette réalisation doivent être payés. Il faut aussi de l'équipement, il faut du matériel, il faut un certain nombre de conditions qui doivent être réunies pour recréer la réalité, qu'en réalité les gens vivent dans le monde. Si vous reprenez un peu l'intrigue du film, vous allez voir qu'il y a des épisodes qui retracent exactement nos réalités. Cette façon, par exemple, pour l'homme de se galvaniser quand il veut avoir de l'intimité avec la femme, il va se droguer pratiquement en prenant des produits afin d'être plus virulent. Et puis ça aboutit à quoi? À une rupture de son cœur. Il a fini par mourir, par exemple. Et ça, c'est des réalités que nous vivons dans nos sociétés aujourd'hui. Tout comme un procureur de la République, dont la mission est précisément de ne jurer que par la loi. C'est-à-dire ce principe qui permet de réguler la vie sociale et d'entretenir la justice, qui était en difficulté dans le film, simplement parce que la personne qui était mise en cause, c'est-à-dire que les enquêtes ont révélé que la dame qui a occasionné la mort du président de la République, c'est la première dame, c'est-à-dire c'est la femme même du président qui a occasionné cela. Et donc elle était la présidente du parti au pouvoir et elle aspirait à acquérir le pouvoir. Et donc son influence a intimidé précisément le procureur de la République qui était dans une forme d'impasse, dans un embarras total et qui n'était pas en mesure d'initier une procédure judiciaire à l'encontre de la dame. Et pourtant, c'est le principe, c'est-à-dire que sa vocation en tant que procureur, c'est d'instruire des dossiers et de faire en sorte et faire éclater la vérité sur un certain nombre de faits, etc. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si nous voulons captiver l'attention des citoyens, si nous voulons avoir des citoyens épanouis, intelligents, compétents, efficaces, qui peuvent contribuer par leurs œuvres au développement du pays, à la création de la richesse nationale, il faut trouver les créneaux par lesquels on leur donne les contenus édifiants afin qu'ils soient vraiment efficaces dans toutes les actions qu'ils mènent. Voyez-vous? Donc, nous avons un vrai problème, aussi bien qu'au Togo que dans beaucoup d'autres pays. C'est vrai, nous sommes heureux de constater qu'il y a quand même des gouvernements qui sont assez visionnaires, qui font preuve de vision et qui s'appuie véritablement sur un certain nombre de créneaux pour promouvoir ces genres d'activités. Vous avez parlé d'Abidjan, où aujourd'hui on peut dire que Abidjan se transporte dans le monde, par exemple par le coupé-décalé. Ça, c'est un acte culturel. Et donc, quand on parle du coupé-décalé, on appelle directement le nom de la Côte d'Ivoire. Et puis, il y a beaucoup d'autres pays qui s'affirment comme ça. Il va falloir qu'on creuse dans notre génie intérieur des secteurs qui peuvent porter l'identité du pays. On a comme cette tendance à penser que tant que le secteur ne rapporte pas directement de l'argent, il n'est pas utile. Non. En fait, c'est avec les gens. On peut promouvoir Agbadja, Cameroun. Bien sûr. Et puis, vous allez constater, quand vous prenez Agbadja, par exemple, si vous êtes du milieu du Sud, ou depuis votre naissance, vous avez entendu Agbadja, vous avez vu qu'à travers Agbadja, on véhicule un mode de pensée, une façon de faire, et des actes, etc. Il y a des messages fructueux. Dès que vous entendez la musique Agbadja, vous frémissez. L'ensemble de vos cellules sont déjà éduquées et comprennent qu'il faut frémir parce qu'il s'agit de quelque chose d'enthousiasmant. C'est mon cas aussi lorsqu'on joue Camo ou So. C'est-à-dire que depuis que je suis né, je n'ai connu que ça. Et ces genres de choses, ce sont des modes de vie qui transportent en fait toute une philosophie de vie. Et donc, si vous n'arrivez pas à promouvoir cela, et vous vous contentez simplement au folklore qui entoure ces genres de choses, les gens qui ne sont pas de cette culture, qui n'ont pas été nés au moment où cette culture-là avait toute son essence, vont se contenter de l'aspect périphérique de la culture. Or, ce sont des messages extrêmement importants qui permettent aux gens de donner un sens à leur vie, de projeter un regard sur la vie et donc d'être compétents dans toutes les activités qu'ils mènent. Voyez-vous? Donc, il est fondamental que nous sortions du piège de la colonisation qui a galvaudé notre essence identitaire pour revenir à ces fondamentaux-là. Parce que
pour pouvoir se développer, il va falloir partir de notre identité. Je suis désolé de constater qu'on peut se plaindre du fait qu'aujourd'hui, notre société est en train de se dépraver, n'a pas encore de ressort, sans travailler sur les fondamentaux, notamment sur le plan culturel, notamment aussi sur l'éducation. Voyez-vous, aujourd'hui, vous constatez qu'il y a un déphasage complet entre les diplômés qui viennent des universités européennes, etc., en tout cas des universités de référence pour nous, et les réalités qu'il y a, c'est-à-dire que lorsque il y a une élite dirigeante qui est là, mais qui n'a d'acquis que toute la compilation qui lui a servi d'instruction, sans s'appuyer sur les réalités culturelles et identitaires des gens qui sont appelés à gouverner, vous allez constater qu'il y a une fluxion, qui ne réussissent pas à implanter, en tout cas, une philosophie qui prenne à la base. Et donc, c'est ce qui constitue notre vrai problème. Parce qu'en vérité, il y a une vraie différence entre l'instruction, qui est donc un ramassis de connaissances livresques, et l'éducation, qui doit s'imprégner des réalités culturelles, identitaires, et qui par essence est dynamique, alors que l'instruction est tout simplement plate et elle n'a aucun dynamisme, voyez-vous. Donc tout cela, c'est un vrai problème. Il faut qu'on revoie notre façon de concevoir la vie, la gouvernance de nos États, pour nous appuyer sur nos ressorts identitaires fondamentaux qui permettent justement à tout le peuple d'abord de comprendre où les dirigeants sont en train de les mener, et parce qu'ils ne pourraient comprendre cela qu'à partir des réalités qu'ils ont déjà connues depuis leur existence jusqu'à aujourd'hui. Donc, les œuvres culturelles sont fondamentales, déterminantes, et elles ouvrent la voie à toutes les autres possibilités en termes d'épanouissement, en termes d'évolution de la société, en termes de développement de nos États. Visiblement, le gouvernement togolais a compris le message lors du dernier conseil des ministres. Le gouvernement a justement annoncé un fonds national pour la promotion de la culture. Selon vous, c'est un pas? C'est un pas, oui, on doit pouvoir saluer cela. C'est vrai, vous savez, nous avons beaucoup martelé lorsqu'on a constaté que dans les méthodes de gouvernance dans notre pays, on nous parlait de l'aide de l'État à la culture. Lorsqu'on utilise le concept d'aide, ça veut dire qu'on est dans l'assistanat. On est en train de porter juste un secours à des gens qui se cherchent, qui ne sont pas capables de créer de la richesse et donc d'être des acteurs du développement. Voyez-vous? Et donc nous avons beaucoup écrit à ce sujet, nous avons beaucoup fait d'émissions à ce sujet, et Dieu merci, nous constatons aujourd'hui, ne serait-ce que de par l'appellation même de ce nouveau fonds qui est en train d'être mis en place, que quand même les gouvernants sont en train de comprendre que on ne peut pas parler d'assistanat, d'aide dans le monde culturel, parce qu'il doit s'agir là d'un vrai investissement, d'une vraie promotion. Et donc, la vocation des dirigeants est de repérer les secteurs porteurs. Quand on parle de secteur porteur, ce n'est pas seulement en termes d'argent, c'est en termes d'impact sur la psychologie des citoyens. Lorsque les citoyens sont édifiés, savent avec exactitude ce qu'ils doivent faire, leur responsabilité dans le vécu d'une nation, ils sont plus actifs, ils sont plus percutants, ils cultivent en même temps le résultat, en tout cas l'esprit du résultat dans chacun des actes qu'ils posent. Donc, ce fonds-là qui est en train d'être mis en place est à saluer. Et donc, on félicite bien entendu cet esprit d'ouverture qui est en train d'animer donc nos dirigeants, avec l'espoir qu'il ne s'agira pas d'un simple effet d'annonce, mais d'une prise de conscience réelle de l'intérêt de la culture et de son impact dans le développement de la société elle-même, dans la promotion de la cohésion nationale et du vivre ensemble. Aucun citoyen ne peut se retrouver en son dirigeant si les actes que pose son dirigeant ne riment pas avec l'éducation qu'il a reçue, avec la perception qu'il a de la vie, avec le regard qu'il porte sur son existence elle-même. Donc ça veut dire que les choix politiques doivent s'orienter fondamentalement sur les réalités existentielles des citoyens. Si ce n'est pas le cas, vous allez voir que le dirigeant a beau être pertinent, il a beau être fertile, il a beau faire preuve de génie, sa politique ne va pas tenir. Et donc cette complicité indispensable à la construction des sociétés, des pays, des nations, n'étant pas là, ce sera toujours éprouvant pour le dirigeant de réussir, ou du moins, même s'il réussit à réaliser certaines œuvres, ça sera avec tellement de peine, alors qu'il aurait pu s'appuyer sur des raccourcis manifestes, que sont la culture, vous avez vu, par le passé, il y avait quand même des projections des films
des films, il y avait des situations où le citoyen se retrouvait véritablement, quand on fait les films itinérants, on essaie de véhiculer un certain nombre de choses et tout. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. On a comme l'impression que nous avons programmé plutôt l'extinction progressive de notre identité pour n'hériter que de ce qui vient d'ailleurs. Alors si nous sommes dans cette posture, on ne peut pas s'étonner non plus de ne pas être capable d'avoir une voix qui porte. Parce que nous ne pouvons avoir de voix qui porte au plan international que si nous apportons quelque chose de nouveau, qui ne peut qu'être lié à notre culture. Aujourd'hui, l'enjeu dans ce domaine-là, en tout cas de la culture et du cinéma, c'est d'investir pour que on puisse produire des œuvres qui rendent compte de nos réalités existentielles, de nos modes de vie, de nos pensées et tout, de nos valeurs identitaires. Je vous prends un autre exemple très simple pour finir là. Dans notre culture, dans notre éducation, le vol, par exemple, est prohibé, est interdit, est un vrai vice qui est sanctionné. Lorsqu'on prend un voleur dans nos sociétés, on mobilise les gens qui vont le huer, qui vont le placer à la place publique pour le frapper, etc. Parce qu'on travaille de manière à estomper les vices et à promouvoir des valeurs. Maintenant, aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a de la corruption, qu'il y a des détournements. Pourquoi? Parce que précisément, cette façon d'humilier le voleur n'existe plus. Et donc, pourquoi elle n'existe plus? Parce qu'il n'y a pas des moyens par lesquels on consigne ce mode de vie-là et qu'on le répand. Il aurait fallu tout simplement qu'il y ait des réalisateurs qui prennent des images de cette nature-là et qui réalisent finalement des documentaires, des films qu'on diffuse à travers nos médias, nos créneaux, de manière à cristalliser cette manière de penser et ce regard que nous portons sur les valeurs et les vertus dans l'esprit des citoyens. Si ce n'est pas le cas, on va subir les événements. Et justement, quel impact ce chef-d'œuvre du réalisateur togolais peut avoir sur la culture de votre pays? Mais évidemment, c'est un impact incommensurable. On ne peut pas quantifier cela. Ce qu'on peut dire, c'est l'effet psychologique. D'abord, le fait qu'un Togolais, ce n'est pas la première fois, il avait déjà sorti un film, je crois, en 2017 ou 2018 ou 2016, qui était aussi très révélateur. Aujourd'hui, il parle de coup de grâce où l'intrigue est assez saisissante. J'ai parlé d'audace parce que, en fait, c'est un sujet assez susceptible dans nos pays parce qu'il y a un renversement de pouvoir, il y a un certain nombre de contingences qui peuvent susciter la susceptibilité des dirigeants. Néanmoins, le film véhicule un certain nombre de nos réalités, comme j'ai cité quelques exemples à ce propos, qui montrent qu'il y a un besoin de réajuster justement notre façon de voir. Et donc, à travers cela, lorsque tu vas et tu suis une telle projection, tu tires quand même des leçons. Et tu comprends que, mais écoutez, même si aujourd'hui tu es à 45 ans, 50 ans, 60 ans, lorsque tu veux avoir de l'intimité avec une femme, il faut plutôt compter sur ta virilité naturelle, sur ta puissance naturelle, plutôt que de t'appuyer, si tu veux, sur des produits, le Viagra et d'autres choses qui peuvent aboutir justement à l'extension de ta propre vie, tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer donc, de ce genre de réalisation et on se rend compte que c'est un travail de finesse qui est en train de s'affirmer. Parce que, voyez-vous, pour réaliser, moi je suis à la base un réalisateur. J'ai eu à suivre des cours pour faire la réalisation de films documentaires. J'ai vu tout le travail que cela engage, toute la concentration, tout le niveau d'engagement que cela exige de l'auteur ou en tout cas de la personne qui porte le projet. Cela veut dire quoi? Quand vous focalisez votre attention sur un sujet, vous en devenez un expert. Vous téléchargez votre esprit dans ce domaine et du coup, vous faites la différence, vous marquez la différence. On a envie de voir les Togolais marquer la différence dans le monde du 7e art, dans le monde de la culture, dans le monde du football, dans le monde de la musique. En tout cas, il faut que notre identité soit portée par des citoyens chevronnés, et réalisés, accomplis. Mais cela ne peut avoir lieu que si le gouvernant comprend cela en amont et crée l'écosystème adéquat, en tout cas l'environnement qui permet aux porteurs du projet d'avoir accès au financement, d'avoir les facilités de réalisation, etc., etc. Et donc d'affirmer sa compétence, son efficacité et donc de vendre l'image du pays. Togo 7e art, coup de grâce. Ce coup de grâce est signé du réalisateur togolais Steven Af. Et vous avez eu
également le coup de grâce, si on peut le dire, de Luc Abaki que vous connaissez. Luc, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci infini à vous. C'est un sujet passionnant. Je suis surpris que ce soit fini. Oui, le temps passe vite. Merci beaucoup. Merci Luc. On marque la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour Regard croisé.